Mobile, un pont vers le métaverse, hein, c'est le sujet du petit déjeuner virtuel de la Mobile Marketing Association organisé ce matin et que j'aurai le plaisir d'animer. Un petit déjeuner qui sera composé de 4 interviews, hein, la première de Eric Marcelin Dibon, hein, qui est CEO de Microlead, une société française spécialisée dans les équipements pour les lunettes connectées et la réalité assistée. On aura également le plaisir d'échanger avec Thomas Husson, VP chez Forrester, célèbre analyste, hein, qui nous donnera aussi sa vision de ce marché des lunettes connectées et sa vision du métaverse. Un métaverse dans lequel nous plongerons avec Sylvain Huet, mais aussi nous plongerons également dans le passé, hein, puisque Sylvain est à l'origine du premier monde virtuel français lancé il y a déjà 25 ans, le deuxième monde, hein, avec Cryo et Canal+. Et enfin, on terminera cette matinée avec Michael Ferreira à 9h45, le country manager d'Azerion France, et qui nous parlera business, qui nous expliquera comment les marques peuvent investir ces environnements et comment on peut monétiser ces mondes virtuels et ce métaverse. Alors on démarre tout de suite avec un premier témoignage, celui d'Eric Marcelin Dibon, PDG et CEO de Microlead, le champion français des lunettes connectées et de la réalité assistée. Eric Marcelin Dibon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le patron, hein, d'une start-up française méconnue et qui pourtant est très très prometteuse, hein, Microlead et sa technologie Activision. Est-ce que vous pouvez revenir, hein, sur la jeunesse de votre société, son historique, sa story? Oui, alors à Microlead, on est deux fondateurs, donc Gunther Haas et moi-même, on a créé la société en 2007, donc ça va faire la 15e année cette année. Et donc, on fait des écrans miniatures, c'est des écrans tout petits qui sont utilisés dans des applications proches de l'œil. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas l'écran directement, mais il y a une optique devant qui agrandit l'image et donc ces écrans sont utilisés dans toutes les applications de viseur. Alors, c'est historiquement plutôt un marché professionnel, hein, dans le domaine médical, notamment l'optique. Et vous avez entamé il y a quelques années une collaboration avec des fabricants de lunettes grand public, hein. C'est un nouveau segment prometteur pour vous? Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que nous, quand on a créé la société, c'était voilà, en 2007, 2008, et à cette époque-là, c'était le début de l'iPod, donc on pensait déjà à la mobilité, la vidéo mobile. Donc, ce n'est pas les lunettes mobiles qui se sont développées, mais plutôt, on réfléchissait aussi à ce qu'on appelait nous-mêmes des data glass, c'est-à-dire des lunettes légères dans lesquelles on pouvait avoir des informations. Et voilà, donc notre société s'est développée sur d'autres marchés, hein, sur des applications professionnelles, comme vous dites, c'est-à-dire que les écrans sont utilisés dans des viseurs de caméra, dans des viseurs de systèmes de vision nuit, dans des microscopes, etc. Mais plus récemment, on a commencé à réfléchir justement à l'utilisation de ces data glass et on a développé un système. Ce n'est pas uniquement l'écran, mais c'est tout le module qui permet de faire des lunettes avec un affichage tête haute. C'est voilà, une technologie qu'on appelle Active Look. Ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus. Google en avait rêvé avec ses Google Glass et finalement, c'est vous qui l'avez concrétisé? Voilà, j'adore cette phrase. C'est Google l'a rêvé, Microlead l'a fait. Mais en fait, oui, c'est vrai, bien sûr, à cette époque, cette idée de data glass est revenue voilà, sur le devant du marché avec les Google Glass. Mais justement, on l'a pris sur un biais différent. C'est-à-dire que Google avait pris une approche très technologique, hein, donc un produit qui faisait beaucoup de choses, alors que nous, on l'a pris, je dirais, par le cas d'usage. C'est-à-dire que des lunettes, il faut d'abord que ce soit léger, confortable, esthétique, hein, parce que c'est des lunettes que vous portez sur les yeux, et il faut que la technologie disparaisse. Et donc, pour faire ça, la clé, c'était de développer un écran miniature qui avait la plus faible consommation d'énergie. Et c'est ça qui nous a permis de développer, je dirais, ce moteur optique qui permet de faire des lunettes connectées. Alors, c'est des lunettes que vous ne vendez pas vous-même, hein, vous passez par des partenaires. Il y en a déjà quoi, 3-4 paires, si je ne dis pas de bêtises, depuis l'année Voilà, oui, dernière. ouais, Ça décolle bien, notamment sur le segment des sportifs. oui, alors le retour du côté sportif est fantastique, hein, c'est-à-dire que les gens comprennent tout de suite le cas d'usage. Et c'est ce que je disais, hein, le cas d'usage est vraiment clé. On a pensé aux sportifs en premier parce que les gens ont l'habitude d'aller courir, d'aller faire du vélo, déjà avec une application ou avec une montre connectée, de mesurer leur performance. Donc, c'était assez naturel pour eux d'amener ce produit ou directement
vous amenez les données en transparence dans vos lunettes. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs modèles, donc les Julbo, les Cosmo Connected. Vous voyez, c'est le même moteur, mais tout de suite une esthétique différente. Et c'est ça qui est clé. C'est de donner la possibilité aux fabricants de lunettes de faire leur propre esthétique, leur propre marque, en fait. Les Cosmo Connected qui aussi ont l'avantage d'indiquer la direction à prendre et ce qui permet de limiter le risque de baisser les yeux sur son smartphone. Là, on peut voir dans son champ de vision où il faut aller. Exactement, parce qu'en fait, on a conçu le moteur ActiveLook comme une plateforme ouverte. Donc, pour le sport, nous, on a développé la première application, donc qui vous donne les informations, vitesse, battement du cœur, etc. Mais c'est n'importe quel développeur d'application peut développer son application pour les lunettes ActiveLook. Et donc, Cosmo Connected a développé une application de navigation pour le vélo en cycle urbain. Ouais. Alors, est-ce que vous pensez que ce marché des lunettes connectées pourrait exploser dans les prochaines années et peut-être un jour atteindre des volumétries comparables à celles du smartphone? On rappelle que plus de la moitié, je crois, de la population mondiale aujourd'hui porte une paire de lunettes. Ça sera la prochaine grande tendance de l'électronique grand public, selon vous? Alors, je pense que ça va se faire graduellement. Je pense que le sport, la navigation urbaine, puis ça migre vers le tourisme. C'est ça qui va faire le démarrage de ce marché. Je pense que le fait de faire quelque chose de très léger est absolument clé. Mais après, ça peut tout à fait se généraliser à énormément de cas d'usage. Et on pourrait, à terme, s'affranchir, je dirais, presque de son téléphone portable, parce que les lunettes peuvent se connecter à la montre, au téléphone portable. Il y a un point qui est important dont on n'a jamais parlé. En fait, grâce à la technologie basse consommation qu'on a développée, ben, tout le moteur consomme 20 à 30 fois moins que l'écran du téléphone portable. Donc, imaginez, il y a une base installée de, je ne sais pas, quelques milliards de téléphones portables dans le monde qui sont utilisés 2 à 3 heures par jour. Vous économisez des gigawatts, c'est vrai, des gigawattheures. Et donc, pourquoi pas, un jour, on utilisera finalement l'interface sera les lunettes. En écran déporté du En téléphone écran déporté, directement ouais. dans ses lunettes. Alors, c'est un segment qu'on a appelé à tort d'ailleurs au début de la réalité augmentée. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui, l'expression qui est consacrée, c'est plutôt la réalité assistée, hein. C'est vraiment quelque chose qui enrichit notre champ de vision, et ça reste des images statiques, hein. Exactement. Alors jusqu'après, bien sûr, pour le sport, je veux dire, les premières applications, on s'est vraiment focalisé sur le cas d'usage, hein. Donc un petit peu comme un affichage tête-haute dans une voiture, vous avez des informations simples voilà, de vitesse, de distance, de navigation. Donc c'est pas encore la réalité augmentée qui couvre tout le champ. Je pense que c'est le premier pas, je dirais, de la réalité augmentée. C'est bien d'appeler ça de la réalité assistée, en fait. Je trouve ce terme intéressant. Et puis, on viendra peut-être dans cette réalité mixte ou dans cette réalité augmentée où les cas d'usage seront complètement différents, puisque ça donne des informations beaucoup plus riches si on est vraiment en réalité augmentée et des cas d'usage complètement nouveaux. Alors justement, la réalité augmentée, on voit déjà des produits, on peut penser à ceux de Microsoft, les travaux aussi du groupe Meta autour de cette technologie-là. C'est un marché auquel vous croyez? C'est un marché sur lequel vous allez également aller à terme? Je pense qu'il y a des cas d'usage qui sont fantastiques pour la réalité augmentée, hein, que ce soit pour de la médecine, pour de l'ingénierie, pour de la création, hein. On voit apparaître des artistes qui créent, qui dessinent en 3D, etc. Donc, je pense que ça va venir, mais on le voit très bien au travers des produits, justement, de Microsoft, etc. On se rend compte que le vrai problème, c'est la consommation d'énergie. C'est plus la puissance, hein. Finalement, on a suffisamment de puissance de calcul maintenant avec les technologies dans le téléphone portable partout, et ça progresse très très vite. On arrive à créer une image virtuelle qui flotte devant vous, mais la clé, c'est la consommation d'énergie. Et c'est comment on va amener l'information de façon légère dans un produit léger. Parce que
quand même, le casque HoloLens, voilà, c'est pas quelque chose avec lequel on peut se promener dans la rue aujourd'hui. Depuis le rebranding de Facebook en Meta, il y a un buzz incroyable aussi autour de la notion de métaverse et de réalité virtuelle, ce qui est d'ailleurs paradoxalement une vieille idée, hein, c'est le monde virtuel. C'est aussi un segment de marché que vous regardez, ou pour vous, ça restera dans l'univers du gaming et ça ne sera pas forcément si grand public que ça? Je pense que la barrière d'entrée, la barrière technologique, reste de faire des systèmes très performants en consommation d'énergie, donc de façon à les miniaturiser. C'est vraiment la barrière technologique. Après, les cas d'usage peuvent être fantastiques, peuvent être très, très intéressants voilà, de ce monde parallèle, si vous voulez. Maintenant, et je pense qu'il y aura beaucoup d'applications, encore une fois, tout ce qui est sécurité, médecine, applications professionnelles, création, comme je disais, mais il y aura peut-être un risque aussi de ce monde virtuel, un petit peu déconnecté, où voilà, on peut s'interroger aussi, savoir si ça deviendra très, très grand public ou si ça restera au niveau du gaming. Ouais. Ouais. En tout cas, ça va devenir également un sujet politique, un sujet aussi de souveraineté. On a vu comment l'Europe, qui était leader sur les smartphones dans les années 90, a été un petit peu sortie de ce marché par les Asiatiques et les Américains. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience des Européens de l'importance d'être leader sur ce segment des lunettes et quelque part du soutien à donner à des champions comme MicroLED? Je pense que oui, encore une fois, sur les lunettes, que ce soit de la réalité assistée ou de la réalité augmentée, apporte un support je dirais, à la vie quotidienne ou à des applications professionnelles, la sécurité, la médecine, voilà, qui sont des vraies questions de souveraineté et donc qui sont importantes pour ces sujets-là. Mais au-delà de ça, c'est aussi les composants qui vont dedans. Et voilà, je reviens un petit peu toujours à ce problème de composants techniques qui va à l'intérieur. Et c'est ça, à mon avis, qui est clé, et je pense sur lequel on a besoin d'investir en Europe pour garder la maîtrise de ces composants-là. Parce que la médecine de demain ou la sécurité de demain utilisera ces systèmes. D'accord. Et le vaste plan d'investissement annoncé par Thierry Breton vous semble aller dans le bon sens? Tout à fait, et d'ailleurs, c'est quelque chose dont on avait déjà parlé il y a 20-30 ans, entre guillemets, quand on travaille dans les domaines grand public, on se disait, dans le futur, qu'est-ce qu'on fera? On fera des écrans plats, on fera des écrans miniatures, et puis on fera des processeurs les plus petits possibles. Et donc, voilà, j'espère que ce sera un bon rattrapage et qu'il faut aller dans cette direction. On voit bien que voilà, toute la base de l'intelligence artificielle, c'est à la fois du logiciel, mais aussi le composant qui est le semi-conducteur. Très bien, merci en tout cas Éric Marcelin Dibon, hein, pour ce témoignage. On rappelle, vous êtes aux commandes de MicroLED, champion français, hein, de l'optique, de la micro-optique, et puis aussi à l'origine de la technologie ActiveLook qui équipe toute une nouvelle génération de lunettes de réalité assistée. Merci à vous. Merci à vous. Alors après ce premier témoignage, on enchaîne avec une seconde intervention de Thomas Husson, VP chez Forrester, un célèbre analyste du marché du digital, membre également du conseil d'administration de la Mobile Marketing Association, qui va nous partager sa vision de ce marché et les tendances sur celui de la réalité étendue, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. On écoute Thomas. Bonjour Thomas Husson. Bonjour. Ça commence solennellement. Merci de nous accorder quelques minutes pour parler un petit peu de tout ce sujet des mondes virtuels, de la réalité assistée, de la réalité augmentée. Peut-être commencer par un premier point de vue, on va se tutoyer, Thomas. Qu'est-ce que tu penses du segment des lunettes connectées? Parce que pour beaucoup de gens, ça va être une des grosses tendances de l'année 2022. Il y a beaucoup de pré-annonces qui sont faites un peu chez les GAFA. Est-ce que c'est un terminal, un device qui a le potentiel de faire de l'ombre au smartphone? De l'ombre au smartphone? Ah non, pas avant un paquet d'années, sûrement pas. Ça reste encore assez embryonnaire, et oui, il y aura certainement des lancements
de marques iconiques dans les mois qui viennent, c'est probable, mais c'est encore assez tôt. Et puis surtout, pour que ça puisse décoller vraiment comme les smartphones, il faudrait que ces objets soient subventionnés comme les smartphones l'ont été. Et donc ça va pas forcément se faire immédiatement. Et moi, je me rappellerai, alors c'est pas, il y a différents types de lunettes connectées, j'imagine qu'on va en parler, mais je me souviens de Zuckerberg, comme toi probablement, on stage à la conférence de Samsung à Barcelone, au Mobile World Congress, il y a déjà un paquet d'années de ça. Il s'est passé pas grand-chose depuis quand même, donc Oui, faut remettre les choses en perspective. il avait traversé la salle incognito parce que tout le monde avait son casque de réalité virtuelle Samsung sur le nez. Il l'avait pas vu passer, je crois, me souvenir de Exactement. cette scène. En tout cas, on va fêter ou on a fêté les 10 ans des Google Glass, hein, ces projets de lunettes à réalité augmentée, comme on disait il y a 10 ans. Maintenant, on les a rebaptisés à réalité assistée, hein, puisque ce sont finalement des images assez statiques. 60%, 70% de la population mondiale porte ou va porter des lunettes. On peut quand même se dire que c'est un device qui a le potentiel d'égaliser en volume le smartphone, non? En théorie, oui, si tous les possesseurs de lunettes basculaient et adoptaient ce type de format, mais après, oui, c'est évidemment une idée qui va revenir et c'était un petit peu tôt avec les Google Glass, il y avait tous les enjeux autour de la vie privée et ça reste des inhibiteurs et des freins qui seront toujours là, même s'ils peuvent être adressés différemment. Mais je pense que c'est juste en termes de volume pour remettre les choses en perspective. Les années, on va dire, même sans que ce soit des années fastes, il se vend plus d'1 milliard de smartphones par an. L'an passé, il s'est vendu moins de 10 millions de lunettes connectées, si j'inclus dedans les Oculus, les HTC, les Sony, etc. Donc voilà, c'est juste un ratio qu'il faut avoir en tête. Je ne dis pas que ça ne va pas décoller un jour, je dis juste qu'il y a encore, et pour les raisons qu'on va évoquer, j'imagine, autour du métaverse et autres sujets, un effet d'emballement médiatique qui, à chaque fois, on a besoin du next big thing. Et oui, on y viendra, mais probablement beaucoup plus progressivement que ce qu'on veut bien croire. Mais au-delà de l'effet médiatique, tous les GAFA travaillent dessus, hein. Facebook s'est associé, enfin Meta, pardon, s'est associé à Ray-Ban. On voit Snapchat qui a des projets, Amazon, et puis il y a ce fameux rumeur autour d'Apple aussi de ces lunettes probablement mixtes. C'est pas the next big thing selon toi? Non, je ne suis pas convaincu que ce soit une. Il n'y a pas un objet ou un canal qui en supplante nécessairement un autre et les anciens continuent à exister d'ailleurs. Ils disparaissent pas comme ça, donc il y a cette volonté de vouloir remplacer. Oui, que ça permette une nouvelle forme d'Internet, entre guillemets, 3D, où on va partager des expériences quasiment en temps réel à plusieurs. C'est le sens de l'histoire. Il y aura différentes formes d'accès et probablement les lunettes en seront une des formes d'accès, mais non, j'ai jamais pu me résoudre à cette idée de next big thing qui allait tout chambouler et remplacer, entre guillemets, les smartphones. Est-ce que quand on distingue réalité assistée, réalité augmentée, réalité virtuelle, certaines de ces sous-technologies pourraient avoir plus de succès que d'autres? Moi, je pense pour le coup davantage la réalité augmentée, parce que justement, elle permet de s'intégrer par rapport à l'univers et au contexte qui est le nôtre. Et on peut justement y accéder déjà sur la base installée des smartphones, ce qui est déjà la réalité aujourd'hui, et que tous ces smartphones, malgré tout, ils vont avoir aussi de plus en plus de capteurs et être encore plus intelligents, on pourra encore plus contextualiser l'information. Donc, je pense que cette convergence, ou puisque c'est un terme à la mode aussi, d'hybridation entre les mondes physiques et les mondes digitaux prend de l'importance, alors que l'aspect totalement, purement virtuel, entre guillemets, va être, je pense, un peu plus limité, avec probablement, et ce qui est le cas aujourd'hui, hein, essentiellement un univers, on ne va pas se raconter d'histoire, pour l'instant essentiellement du gaming. Alors justement, on parle beaucoup depuis quelques mois des mondes virtuels, du métaverse. C'est notamment le changement de nom du groupe Facebook en Meta qui a peut-être suscité cet emballement médiatique. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe? C'est justifié ou pas?
Euh, L'emballement, aujourd'hui, non, effectivement. Je pense que Facebook y a concouru et pour des raisons bien propres au groupe, a voulu se renommer pour éviter aussi un certain nombre d'autres tourmentes médiatiques. Après, aujourd'hui, il y a encore. Enfin, on rebaptise métaverse n'importe quelle expérience de gaming ou de réalité virtuelle. Donc oui, on va nous bassiner avec le concert de Travis Scott et les X millions de personnes qui accèdent sur Roblox et autres, mais c'est un univers de gaming d'abord et avant tout, certes 3D, certes de plus en plus immersif, mais ce métavers qui serait une sorte de monde interconnecté et interopérable, il n'existe pas, il ne va pas exister avant un paquet d'années. Il y aura différents univers de gaming, il y aura différents univers virtuels, et ça s'améliore l'expérience utilisateur. Je ne suis pas en train mais je pense qu'on fait un amalgame entre différents sujets et qu'on y rajoute là-dessus des logiques de nouvelles monnaies virtuelles, de NFT, de Alors blockchain. On mélange tout et on va ça ne va y, pas dans la direction. on va y venir, mais peut-être déjà un mot de vocabulaire. Le métaverse n'existe pas. Aujourd'hui, ce sont des métaverses, des wall gardens finalement en 3D. Je pense que ça va mettre du temps, effectivement, avant qu'on ait des passerelles entre ces différents univers. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on va aller sur du partage d'expériences de plus en plus temps réel, plus immersif, avec une meilleure expérience utilisateur. Mais effectivement, ce n'est pas encore totalement intégré. Euh, et euh, et il y a plein de use cases impossibles. Je parlais du gaming tout à l'heure majoritairement, mais c'est vrai qu'on voit des choses autour de la formation, on voit des choses en entreprise notamment qui commencent à se développer. Mais oui, c'est encore, il y a eu énormément d'argent investi sur les dernières années sur ces sujets-là. Et finalement, ouais, je pense que ça met un peu plus de temps que, que ce qu'on nous raconte là. Voilà, c'est juste, on va y arriver, mais c'est pas le nouvel univers. On est vite dans des scénarios un peu de science-fiction dystopique à la Ready Player One. Ça va être juste une amélioration plus immersive d'expériences, effectivement, qui seront plus virtuelles et davantage temps réel et davantage partagées. On voit quand même des marques investir massivement ces environnements. Il y a quelques semaines, Nike, je crois, qui a racheté un spécialiste des crypto-actifs. Là, j'ai vu ce matin Carrefour qui se lançait sur The Sandbox. Mm-hmm. Ça te fait sourire ou c'est pertinent? Oui, ça me fait sourire, mais c'est pertinent aussi au sens où il faut que les marques préemptent le sujet, testent, innovent, améliorent aussi leur image, se préparent. Si c'est effectivement c'est le next big thing dont tout le monde nous parle, autant y être avant les autres. LVMH parlait de recruter un head of metaverse, etc. OK. Et je pense effectivement pour certaines marques, notamment des marques de luxe ou des marques qui sont très présentes dans les univers de gaming, dans la mode, ça a un sens d'avoir une présence virtuelle là où les Mais, consommateurs passent du temps. mais c'est quoi l'idée? C'est de pouvoir habiller son personnage de, je sais pas, de Fortnite avec une tenue Louis Vuitton ou il y Oui, a une c'est d'abord volonté de vendre des biens physiques? je pense que c'est d'abord et avant tout un effet d'image aujourd'hui et certaines générations et certains consommateurs passent beaucoup de temps dans ces univers. Donc c'est une logique médiatique qui a du sens d'aller là, entre guillemets, où sont les consommateurs et de les influencer là où on peut les influencer. Après, les approches purement transactionnelles, encore une fois, c'est pareil, il va falloir qu'il y ait des systèmes d'information à intégrer. Et oui, certains ont développé, Dyson et d'autres, des boutiques virtuelles intégrées. Mais ça va rester pendant un certain temps une part infime du e-commerce. Mais c'est un enjeu médiatique, effectivement, et c'est important d'engager les consommateurs. Manchester, par exemple, a fait ça avec Sony, c'est sympa, un stade virtuel pour engager sa communauté de fans, Manchester City. Donc il y a des opportunités pour les marques. Il faut les remettre en perspective d'autres opportunités, je pense. Si je te comprends bien, c'est plus de la com qu'un véritable développement industriel aujourd'hui. Ah oui, oui, complètement. Aujourd'hui, oui, absolument. Et pour encore au moins quelques temps. Alors, évidemment, les gens qui ont quelques cheveux blancs se rappellent qu'il y a 15 ans, on avait connu une expérience similaire avec Second Life. Mm-hmm. Si on remonte encore plus loin, certains ont même vécu le deuxième monde de Canal+ et Cryo. Est-ce que c'est finalement Retour vers le futur? Est-ce qu'on revit un peu les mêmes engouements et emballements médiatiques? Est-ce que tout ça va se terminer un peu de la même manière? Euh,
c'est amusant que tu mentionnes ça parce que de Second Life, on avait pas mal parlé pendant la campagne présidentielle de 2007. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet. Non, oui, je ne sais plus si c'était Sarkozy ou Ségolène Royal qui avait acheté Ségolène Royal. Second Life. Ségolène Royal. Absolument, voilà. Ségolène Royal. Non, je pense qu'il y a une certaine cyclicité dans les idées, c'est-à-dire que il y a des choses qui arrivent très en avance de phase, on voit bien que c'est la direction dans laquelle on va aller, et puis elles arrivent trop tôt, ou elles vont être réimaginées, réinventées différemment 10, 15, 20 ans plus tard. Donc il y a fondamentalement une tendance, une convergence de fond qui fait que oui, on va aller vers ces univers-là, plus 3D, plus immersifs, plus virtuels, et ils vont prendre d'autres formes. C'est juste que les conditions à l'époque n'étaient pas réunies. Elles le sont davantage aujourd'hui, effectivement, pour que ce marché-là décolle. Après, il y a un décalage entre les aspirations que certains peuvent avoir et la vision un peu fantasmée d'un univers à la Spielberg dans Real Player One ou Snow Crash, dans ces romans-là. Et ça, on en est encore très loin. Mais je pense qu'il y a effectivement du fond, et on voit sur des expériences de réalité virtuelle, que ce soit Orange avec la visite de Notre-Dame récemment, ou que ce soit Dassault 3D System avec les grottes de Lascaux, il y a des très belles choses qu'on peut faire. C'est juste, il faut peut-être remettre les opportunités en perspective et ne pas trop s'emballer, parce que sinon il va y avoir des déçus. Forcément. Alors, Linden Labs, le créateur de Second Life, il y a 15 ans, avait aussi introduit le Linden Dollars. Je crois que c'était un des tout pionniers des monnaies virtuelles. Et c'est aussi un phénomène parallèle au métaverse. On regroupe ça sous l'appellation Web 3.0, mais tout ce qui est crypto-actif, NFT, c'est le corollaire. Ça se développe en parallèle et c'est normal, il faut accompagner tout ça. Ça va avec, mais ce ne sont pas forcément toujours les mêmes notions. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir aussi des transactions classiques avec d'autres monnaies. Et il y a une sorte d'amalgame qui est fait. Voilà, et donc tout ça est basé quand même un petit peu sur une technologie, au final, enfin plutôt des technologies, parce qu'il n'y a pas qu'une blockchain, sur des blockchains. Et il y a un peu cette idée de retour aux sources, d'un monde un peu plus libertaire, entre guillemets. Mais blockchain, c'est bien gentil, mais au final, il faut quand même, c'est pas la technologie qui va résoudre le problème. Il faut quand même se mettre d'accord sur un écosystème, sur une forme de régulation. Et ça, si ça n'a pas lieu, c'est compliqué à mettre en œuvre. Donc, et puis, on voit bien que les monnaies virtuelles, c'est pas plus tard que ce matin, je disais dans la presse que Meta, justement, non plus Facebook, parlait d'abandonner son projet dont on nous disait il y a 3 ans que ça y est, ça allait être la fin des monnaies classiques et du dollar. Bon, donc attention à ce type d'emballement médiatique, même si oui, il y a une opportunité et qu'il y a aussi beaucoup d'argent qui est investi dans ces univers-là. Alors Thomas, en conclusion, ça serait quoi le message qu'on pourrait passer aux professionnels? Est-ce qu'il faut se précipiter sur ces environnements 3D parce que c'est le buzz du moment, ou est-ce qu'il ne faut pas prendre son temps et se rappeler que voilà, il y a déjà eu pas mal de faux départs derrière nous? J'aurais plutôt tendance à dire la deuxième solution, se précipiter, non, parce qu'il y a quand même des basiques à fixer et on en parle depuis longtemps tous les deux. Déjà sur le mobile, il y a beaucoup de marques qui ne sont même pas encore au niveau basique et qui n'ont pas un niveau de maturité suffisant. Il y a plein d'autres opportunités, plein de technologies, etc. Donc oui, on peut tester, etc. Mais de là à se précipiter, à moins d'être une marque vraiment à la pointe de l'innovation et qui a un enjeu d'image important et qui a une audience qui potentiellement va aller massivement très rapidement sur ces univers de gaming, je ne suis pas certain qu'il faille se précipiter, non. Donc Forrester ne va pas acheter une villa à côté de celle de Snoop Doggy Dogg sur The Sandbox? Non, je te confirme. Merci en tout cas Thomas pour ce témoignage, toi, et puis à très bientôt. On se retrouve à la Mobile Marketing Association in real life, comme on disait il y a 25 ans. Alors avant de se plonger concrètement dans le métaverse, je vous propose de revenir en arrière en 1982, alors que la planète entière a la tête tournée vers la conquête spatiale et les premiers films de science-fiction. Disney sort un véritable ovni, mais il ne vient pas de l'espace, il vient du tréfonds de notre ordinateur. Ce film, c'est Tron, et c'est le premier à mettre en scène auprès du grand public cette notion de réalité virtuelle. On regarde la bande-annonce de l'époque. L'aventure commence dans notre monde. De ce côté de l'écran vidéo,
et plonge dans un micro-univers qui vit et respire dans les espaces de l'imaginaire. C'est le monde de Tron. Ses plans de jeux vidéo lui ont été volés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'établir la preuve irréfutable. Cette preuve, c'est le maître-contrôle principal qui la détient. C'est ce fichier qui excite son flair. Je l'ai mis en mémoire. Flynn va défier l'ordinateur le plus puissant du monde. Allez, mon petit, fais voir ce que t'as dans le ventre. Je vais devoir vous programmer sur le circuit des jeux. Au sein même de l'ordinateur, prisonnier, de l'autre côté de l'écran, un génie de l'informatique doit triompher des pièges, des jeux qu'il a lui-même créés. Je veux qu'il soit jeté au jeu et qu'il meure par le jeu. De l'autre côté de l'écran, tout avait l'air si facile. Même un champion des jeux vidéo sera-t-il de taille à se mesurer à l'ordinateur? Tron, une odyssée sans précédent, un événement cinématographique où le monde de l'imaginaire prend forme sous vos yeux. Le monde de Tron vous attend, de l'autre côté de l'écran. Alors un plongeon dans la réalité virtuelle du début des années 80 que nous allons poursuivre avec Sylvain Huet, CEO d'Umbermind. Alors un développeur relativement discret, mais pourtant il est à l'origine d'une innovation majeure, puisqu'il a participé au développement du premier monde virtuel, le deuxième monde, lancé à la fin des années 90 par Cryo et Canal+. On écoute ce témoignage d'un pionnier de la réalité virtuelle et on va également lui poser la question de savoir ce qu'il pense de ce phénomène actuel des métaverses. On écoute Sylvain. Alors bonjour Sylvain, comment vas-tu ? Très bien Jérôme. Alors tu es un pionnier français des mondes virtuels, un pionnier assez discret, parce que tu ne fais pas forcément la une des journaux, et pourtant tu as été à l'origine d'une des toutes premières expériences de monde virtuel apparues dans les années 90, le deuxième monde, puis Cryopolis, on va en parler dans un instant. Mais avant de parler de ces expériences de monde virtuel, j'aimerais que tu nous dises rapidement ce qui a été ta culture digitale de jeunes collégiens, lycéens des années 80. Est-ce que tu rêvais de l'espace, un peu à la mode Star Wars, ou tu étais déjà passionné par ce qui se passait au cœur des ordinateurs ? C'est vrai que je suis né en 71, donc en pleine conquête de l'espace, quoi. Donc effectivement, enfant, il y avait effectivement, comme toi, il y avait l'espace, la science-fiction était assez présente. Mais pour moi, ce qui a vraiment tout changé, c'est le jour où je suis allé au Centre mondial de l'informatique. C'était avenue Matignon, près des Champs-Élysées. Vraiment, il y avait un rez-de-chaussée en accès libre où on pouvait voir des machines et les essayer, quoi. Donc c'est là que j'ai pour la première fois touché un ordinateur et je trouvais ça assez extraordinaire. Donc l'ordinateur est arrivé à la maison fin 82 à Noël donc là d'un coup tous les jeux, les jouets, les Playmobil, les Lego, tout ça c'est parti dans le placard. Il y avait plus que ça qui était, c'est la machine, c'est le jeu de construction ultime, quoi. Donc voilà, et effectivement quelques semaines après on a pu voir Tron au cinéma, et donc on se disait voilà, on va aller voir ce film, ça nous donnera des idées de programmes à réaliser ensuite sur nos TO7, et voilà, enfin on n'avait pas de complexe, quoi. La machine était là, et puis il y avait cette idée que les jeunes et même les enfants étaient beaucoup plus doués que les plus âgés sur ces nouvelles machines, quoi, en fait. Donc un investissement très, très jeune dans l'informatique, oui. Et je crois que c'est dès les années 80 donc, que tu as croisé la route de Philippe Ulrich, l'emblématique patron de Cryo. Voilà, alors à l'époque c'était Air Informatique, et donc c'était une époque aussi où on pouvait faire un programme chez soi, le mettre sur une cassette, c'est sur des cassettes audio, même pas des disquettes, et puis aller chez l'éditeur. Et quelques semaines après, c'était à la Fnac. Et à l'époque, t'as quoi ? T'as 15-16 ans, t'as même pas le bac ? Ouais, j'ai 14 ans. Ouais. 14 ans. Et
Voilà, et c'est normal. Enfin, c'était des. Enfin, voilà, on était les rois de ces petites machines en fait. Hein. En tout cas, tu entames donc une collaboration avec Philippe Ulrich et le futur Cryo. Tu fais de brillantes études, hein, je crois, Polytechnique, si je me trompe pas. Et dans les années 90, naît un projet, j'imagine, complètement fou pour l'époque, un deuxième monde, un monde virtuel persistant. C'est quoi la genèse de ce projet auquel tu as évidemment collaboré très étroitement? C'est vrai que c'était une époque où la 3D commençait à être accessible aux ordinateurs. Hein. Il n'y a pas de carte 3D pourtant, hein, mais c'était juste avec des images calculées, quoi, calculs géométriques. Internet commençait à arriver. Donc moi, à Alix, on était la première promo à avoir le Internet dans les chambres, en fait. Donc on avait nos PC Linux, aussi c'était les premiers en 93-94. Et donc voyant d'un côté la 3D, de l'autre côté le réseau, on disait bah forcément il y a un truc à faire, quoi. Et quand j'étais au MIT à la fin en 94, j'avais pu essayer une démonstration de casque de réalité virtuelle. On pouvait manipuler des choses dans l'espace. Donc il y avait cette idée qu'on pouvait mélanger la 3D et le réseau et que ça allait forcément donner un truc assez étonnant, quoi. Et donc moi, de mon côté, je travaillais déjà un petit peu sur ces idées. Et au même moment, alors moi j'étais resté en contact avec Philippe, hein, mais pas un contact engagé, quoi. On faisait rien ensemble. Et j'ai vu un jour, il avait parlé à Imagina d'un nouveau monde, quoi. Enfin, d'un article qu'on trouve assez facilement sur Internet où il explique ce projet. Donc, je trouvais ça marrant, quoi. Enfin, l'idée était dans l'air, quoi. Et donc, c'est à ce moment-là aussi que Philippe m'a rappelé pour voir si j'étais intéressé pour les aider sur un projet en 3D avec du réseau. Donc, c'est comme ça que finalement s'est refait la rencontre. Donc, Alors effectivement, un projet extrêmement ambitieux, hein, pour l'époque, puisqu'il s'agissait de reconstituer Paris en 3 dimensions, et puis j'imagine qu'il y avait l'ambition d'aller au-delà de la ville de Paris, qui est lancé sur un CD-ROM, je crois, en 97, si je dis pas de bêtises, et qui va rapidement susciter l'attention de pas mal de monde. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette expérience qui a duré quelques années? Les points positifs, peut-être, d'abord. Ce qui est difficile aussi à réimaginer, c'est qu'à ce moment-là, le web n'était qu'une partie d'Internet. En fait, Killer App, c'était le mail. Il y avait des newsgroups, il y avait différentes applications, dont le web. Et le web, ça semblait intéressant, mais pas forcément suffisant. Et comme dans le jeu vidéo, il y avait vraiment un engouement pour la 3D, le côté immersif, quand on a démarré le deuxième monde, c'était avec cette idée que peut-être que Internet, ça serait de la 3D plutôt que du web tel qu'on le connaît aujourd'hui. Enfin, nous, on travaille vraiment sur ce qu'on appelle le monde virtuel. Hein, et c'est vrai qu'ils étaient souvent en 3D, mais c'était pas forcément ça qui nous intéressait. Ce qui nous intéressait, nous, c'était le fait qu'il y ait une interaction en direct, synchrone, à travers la machine. Et alors que dans toutes les autres applications, voilà, enfin, typiquement, il y avait eBay à ce moment-là. On disait, bon, bah, eBay, c'est bien, mais il n'y a pas vraiment l'excitation, on n'est pas réunis ensemble, on voit pas qui est en train de faire monter les enchères. Ça serait mieux de refaire une salle en 3D avec des gens, un marteau, une vraie interaction comme ça. Et voilà. Et donc, en fait, il y avait ce qui commençait à apparaître, c'est qu'il y avait d'un côté des applications que j'appelle synchrones, c'est-à-dire où on était en direct, comme dans la vraie vie, en fait, et de l'autre côté, des interactions asynchrones. Hein, et donc, en fait, on était à la recherche vraiment de la killer app du synchrone, en fait. Un mot également sur la dimension un peu business du deuxième monde, parce que je me souviens que des marques comme Peugeot, CTLM, il y avait quelques marques qui étaient déjà là. C'était des expériences, comment les qualifier, c'était les pionniers également. Bah, en fait, c'est un projet qui hésitait un petit peu entre soit un pari complètement imaginaire,
soit une reconstitution photoréaliste en fait, ce qu'on appellerait aujourd'hui maintenant ça devient à la mode un jumeau numérique, et donc une reconstitution aussi fidèle que possible, quoi. Et donc c'est plutôt cette voie-là qui était portée par Canal+. Puis, donc on a ouvert des boutiques dans le deuxième monde où des annonceurs sont venus présenter ce qu'ils voulaient, quoi. Mais elles n'étaient pas situées au bon endroit, enfin elles n'étaient pas forcément situées au bon endroit dans le monde virtuel. C'est-à-dire qu'il y en avait plusieurs sur les Champs-Élysées, et il n'y avait pas forcément de boutiques qui sont en vrai sur les Champs-Élysées. Donc ça créait un truc un petit peu bizarre où quand on se baladait, enfin les pratiques parisiens, donc quand on se baladait dans Paris, on disait ah mais là il y a la boutique machin, et en fait non, non, elle est pas là en fait, donc ça sert à rien d'aller, quoi. Et c'est vrai que c'était très très pionnier, hein. On avait aussi des 4x3 qui flottaient dans l'air, hein, dans différents endroits, et donc il y avait dans l'équipe, hein, donc il y avait Canal+, Crypto, et il y avait aussi une agence qui s'appelait Maryland qui a été pionnière là-dessus, parce que c'était eux la régie en fait, hein, qui vendait, qui convainquait des marques de venir s'installer, soit par des 4x3, soit avec carrément une boutique. Et donc dans la boutique, il pouvait avoir un vendeur. Donc déjà il y a 25 ans, on vendait de la pub et on vendait des biens dans un monde virtuel en France en tout cas. Puisqu'on était sur une période toujours délicate dans le jeu vidéo, c'est la transition entre deux générations de consoles, et donc le groupe en fait a eu des gros problèmes financiers, donc ça a emporté l'ensemble des structures. Et le paradoxe, c'est qu'à peine 2-3 ans plus tard, émerge une plateforme américaine, Second Life, que du coup beaucoup de gens connaissent, qui fait la une de pas mal de médias et de télé, et qui semble, elle, à l'époque en tout cas, réussir là où le deuxième monde a échoué. Comment on vit tout ça? Ça doit être compliqué. Enfin, ouais, ce qui est toujours un petit peu bizarre, c'est que les gens, à l'époque, se rendent pas compte qu'il y a déjà eu avant, quoi. Il y a eu des choses avant. Et je parle pas que de nous, hein. Il y avait, Microsoft avait aussi lancé un monde virtuel. Je parlais d'Alpha World tout à l'heure. Enfin, il y a eu pas mal NTT aussi avait lancé quelque chose. Il y a eu une première vague, voilà, dans les années 90, quoi, entre 95 et 2000. Et puis, le fondateur de Second Life, qui avait donc démarré chez Real Player, en fait avait expliqué qu'il avait attendu 2001-2002 pour se lancer sur ce projet de monde virtuel, parce que pour lui il fallait qu'il y ait d'une part des cartes 3D et d'autre part un débit plus important pour les utilisateurs. Donc je ne sais pas est-ce qu'il a été hyper malin et qu'il a effectivement lancé le truc pile au bon moment, ou est-ce que il voit ça un petit peu avec le recul et puis il réanalyse ça différemment. Mais en tout cas voilà, c'était amusant de voir ça apparaître. Il y a eu beaucoup d'engouement, et effectivement ce qui était un petit peu rageant, c'était le système de monnaie virtuelle, parce qu'en fait si ça a marché, c'est parce que des gens gagnaient de l'argent avec, et ça c'est toujours un facteur clé du succès. C'est quand vos utilisateurs peuvent gagner de l'argent grâce à vous, ça crée une dynamique extrêmement forte, extrêmement positive, et ça attire vraiment tous les regards, quoi. Les Linden Dollars, la crypto-monnaie de Second Life, ce serait selon toi la killer app de Second Life, et c'est ce qui a peut-être manqué au deuxième monde. Oui, et pourtant on avait eu l'idée, hein, je me souviens encore être de discussion avec le directeur financier du groupe Cryo en disant on pourrait mettre une monnaie virtuelle, il y a un taux de change dans un sens, un taux de change dans l'autre sens, on fait consommer on fait payer des biens virtuels, et quand on en avait parlé, quand j'en avais parlé, ça va être en 99, quoi. Il m'avait dit mais pour ça, il faut être une banque, on peut pas faire ça, quoi. Et donc quand le Linden Lab a sorti le Linden Dollar, je me suis dit les Américains ils se sont pas embêtés, ils ont fait le truc, quoi. Et après j'ai regardé comment ils avaient fait, et en fait non, c'est ça. Et s'il y a une frustration, c'est de pas avoir eu cette idée avant eux. C'est qu'en fait dans le Linden Dollar, les échanges d'argent ils se font que entre joueurs,
et le jeu prend une commission. C'est-à-dire que l'argent ne sort jamais du jeu. En fait, il ne fait que rentrer dans les poches de l'éditeur de Second Life et donc il n'y a plus de question d'être une banque ou pas. Mais voilà. Et donc en fait, on aurait pu tout à fait mettre en place ce système 3-4 ans plus tôt et ça aurait certainement tout changé. Bah, peut-être. En tout cas, Second Life a eu un beau succès dans les années 2000. Le sujet est resté dans la tête de pas mal de monde, notamment d'un certain Mark Zuckerberg, qui a rebaptisé son groupe Meta il y a quelques mois. Et depuis ce changement de nom, il y a à nouveau un hype incroyable autour du métaverse, avec plein de grands projets, notamment d'ailleurs des petits Français qui ont lancé The Sandbox et qui vendent des mètres carrés virtuels. T'as suivi cette nouvelle vague? Alors certains l'appellent même le Web 3.0, mais comment tu vois tout ça, toi? C'est retour vers le futur un peu, ou c'est enfin le temps du décollage de tous ces nouveaux concepts qui allient d'ailleurs monde virtuel, communauté et crypto-actifs? Quand tu dis que Second Life est un petit peu retombé, en fait, ça s'est produit dans les années 2006-2007. C'est là qu'il y a eu que ça a commencé à perdre sa vitesse et ça coïncidait en fait avec l'apparition des réseaux sociaux et typiquement donc de Facebook. Et j'avais lu une analyse qui me semblait intéressante, qui était que les gens finalement étaient plutôt partis sur Facebook. Ils préféraient se présenter sous une forme d'une vie et voilà, un petit peu filtrer de ses mauvais aspects et de montrer ce qu'il y avait de meilleur dans leur vie, plutôt que de se recréer une vie complète from scratch. Et je pense que ça reste valable aujourd'hui. Voilà. Le paradoxe, c'est que c'est précisément Facebook qui a ringardisé Second Life il y a 15 ans, qui maintenant veut investir les mondes virtuels et qui se rebaptise Meta. Donc c'est paradoxal. Oui, mais Zuckerberg est un enfant. Il a beaucoup d'argent pour se créer ses propres jouets. Mais je sais pas si, enfin, voilà, c'est pas parce qu'il va quelque part que je pense que c'est un visionnaire, quoi. Enfin, Pour toi, les mondes virtuels, c'est le futur ou ça appartient au passé? On est toujours un peu en train de jouer à la marionnette, en fait, quand on est dans un monde virtuel. Et le fait de se déplacer, c'est pénible. Grâce à Internet, depuis le web, maintenant, on se déplace d'un site à l'autre en une fraction de seconde, quoi, d'un clic. Le fait de revenir dans un environnement 3D où il faut se déplacer, et ça a toujours été le problème. Est-ce qu'on se déplace ou est-ce qu'on a le droit de se téléporter? Bon, c'est toujours plus sympa de se téléporter, mais et pour les gens qui étaient à côté de vous, quand vous vous téléportez, tout d'un coup, vous disparaissez, puis quelqu'un réapparaît, il disparaît, quelqu'un réapparaît. Enfin, c'est un peu bizarre, quoi. C'est pas c'est pas très humain, en fait, comme mode de fonctionnement. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le monde réel, il est déjà très, 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 très riche. Mais, quand je sais pas combien de fois j'ai dit très, là, 3-4 fois, mais en fait, il faudrait le dire 1 million de fois, quoi. Par rapport à ce qu'on peut faire, juste sur une simulation, quoi, de monde réel. Donc, c'est difficile de rendre tout ça, et c'est un peu idiot parce que, enfin, c'est un peu low-tech, mais là, voilà, donc, c'est une vidéo, bon, il y a beaucoup plus de choses qui passent, juste par l'image et le son que par ce qu'on pourrait faire via des avatars. Alors du coup, pour toi, le futur, ça serait quoi? Ça serait plutôt la réalité augmentée avec un enrichissement du réel par le virtuel? En fait, je n'ai pas changé d'analyse par rapport à... Je m'étais fait un petit post-mortem perso après l'aventure des mondes virtuels, quoi, pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, parce que c'était pendant la bulle, donc c'était passé plein de choses en très peu de temps. Et en fait, je pense qu'il y a deux domaines dans lesquels ça reste très pertinent. C'est tout ce qui est jeu, évidemment. Et l'autre sujet, c'est tout ce qui est entraînement et entraînement collectif. Là encore, ça a beaucoup de sens de recréer un espace 3D avec des règles qui sont celles justement qu'on doit apprendre dans le cadre de cet entraînement pour ensuite les réutiliser ailleurs. On verra bien. En tout cas, un immense merci, Sylvain, pour ce témoignage, parce que tu es assez rare et très humble, et pourtant, tu étais vraiment au cœur de cette révolution il y a déjà un quart de siècle. Donc, je suis ravi d'avoir eu ton témoignage. Merci beaucoup. Merci à toi.
Alors après ce témoignage sur la genèse du deuxième monde, on poursuit nos échanges avec Michael Ferreira, qui est le country manager d'Azerion France, et qui va nous expliquer comment aujourd'hui le métaverse est une opportunité pour les marques et comment on peut monétiser avec la publicité et le commerce électronique ces nouveaux environnements digitaux. On écoute tout de suite Michael Ferreira. Bonjour Michael. Bonjour Jérôme. Merci de participer à cet échange sur le métaverse. On rappelle que tu es en charge des activités d'Azerion. Tu peux rappeler ton titre et ton périmètre d'activité? Oui, alors je suis vice-président des opérations pour Azerion au niveau global et je m'occupe également de la France. Donc je suis country manager. Alors, Azerion, un groupe européen qui dispose d'un fort historique, d'une forte légitimité dans l'univers des jeux vidéo et de ce qu'on appelle déjà le métaverse. Est-ce que tu peux revenir sur son historique, notamment nous parler de Habbo Hotel, qui a déjà plus de 10 ans? Tout à fait. Donc, Azerion possède en fait plusieurs jeux, plusieurs applications, mais également en fait plusieurs titres, ce qu'on appelle nous du gaming social, où on interagit justement avec d'autres joueurs. Et on a racheté en fait une société qui s'appelait Soulaquet, qui était propriétaire d'Habbo Hotel, qui a ensuite également lancé un autre jeu qui s'appelle Hotel Hideaway. Donc, on a finalement deux métaverses, donc ce sont deux mondes virtuels. Et il y a 2 ans, on a également fait l'acquisition d'un autre site qui s'appelle Woozworld, donc avec une grosse activité aux US. Et en fait, c'est le même type de jeu où en fait les internautes interagissent entre eux. Dans Hotel Hideaway, vous avez votre propre chambre, vous pouvez l'aménager comme vous voulez. Ce sont en fait des espaces de chat. Vous pouvez interagir avec d'autres internautes et tout ça en fait sous forme d'avatar. On peut partager quelques chiffres sur ces environnements parce que oui, si ça attire beaucoup de monde. Alors, ça attire beaucoup de monde. Ça fluctue en fonction des sites et ce sont des populations différentes. Par exemple, Habbo, c'est une population qui est relativement jeune. Il y a quelques années, je pense qu'au début des années 2000, il y avait beaucoup d'utilisateurs. On était peut-être à 20 millions, ou enfin plutôt 10 millions d'utilisateurs par mois. Ça a baissé en fait. Il n'y a plus le même engouement qu'on pouvait avoir auparavant, mais il y a en fait toujours des irréductibles et il y a toujours du volume. On a aussi une stratégie d'acquisition sur ces logiques-là, donc on arrive à faire évoluer tout ça. Et si on regarde en fait le nombre d'inscrits, donc je ne parle pas forcément d'actifs, mais le nombre d'inscrits sur les trois univers que je viens de définir, on a à peu près plus de 360 millions d'inscrits, donc d'utilisateurs dans ces mondes virtuels. Après, si on regarde, ce qui nous intéresse au-delà du nombre, c'est aussi le temps passé dans ces environnements-là. Et on se rend compte en fait qu'un internaute qui va être justement dans cet environnement-là de monde virtuel va passer plus de 120 minutes par jour à interagir avec d'autres internautes, vraiment à vivre son expérience. Donc c'est assez intéressant de se rendre compte en fait le temps passé dans ces environnements-là. Alors, ce sont des environnements qui sont principalement des environnements médias. Comment se fait la monétisation par Azerion? La première brique, c'est, j'imagine, la publicité? Alors, on fait 2 choses. Il y a une brique publicitaire, mais il y a également tous les achats en fait in-game, pouvoir s'acheter des objets pour son avatar ou ce genre de choses. Donc, ça représente quand même une part significative des revenus. On est vraiment, c'est le modèle de tous ces jeux freemium. Finalement, le jeu est gratuit, mais on va upgrader en fait son personnage ou son expérience en achetant des biens virtuels. Et ensuite, il y a toute la partie publicitaire. La partie publicitaire, elle est différente de ce qu'on peut avoir sur des jeux de casual gaming ou autres. Par exemple, sur du casual gaming, on va plutôt avoir des approches de rewarded vidéo. Enfin, voilà, ce sont des expériences publicitaires classiques qu'on peut avoir sur nos devices, PC ou mobiles, qu'on va venir diffuser. Alors que dans les environnements type ça métaverse, donc tout ce qui est tous ces mondes de réalité virtuelle, on a une expérience publicitaire qui est totalement différente. La pub, en fait, elle vient être totalement intégrée dans l'expérience du joueur. On n'a pas une démarche intrusive ou agressive. Vraiment, l'idée, c'est de venir positionner, c'est de l'événementiel, en fait. On va venir positionner la marque comme on pourrait le faire avec une animation dans un centre commercial ou ce genre de choses. C'est vraiment ça, en fait, qu'on met en place. Donc, c'est vraiment les équipes spécifiques qui vont vendre plutôt à des annonceurs qui ont des envies de faire du branding ou des opérations spéciales. Et on va aller vendre ça en fait à un niveau européen pour pouvoir justement avoir beaucoup de volume. Donc on travaille. Oui. On peut donner des exemples justement d'opérations spéciales avec des marques qui ont joué le jeu et qui ont créé des contenus spécifiques pour ces Bien sûr, virtuels.
On fait pas mal, je parlais d'expérience, et c'est ça qui est important. On va créer des événements, par exemple des concerts. Donc, on a des mécaniques de concert live. L'idée, c'est de faire en sorte d'avoir beaucoup en fait, d'internautes au même moment. On est dans une logique de reach, donc de pouvoir créer un événement pour pouvoir fédérer un maximum d'internautes. Et on va venir en fait sponsoriser ces événements par une marque. Donc, aujourd'hui, on le fait beaucoup avec donc, des marques de vêtements. Donc, tout ce qui est fashion, tout ce qui est produits de beauté, ça pourrait aussi marcher avec de l'automobile, ce genre de choses. On ne l'a pas fait pour l'instant. Mais pour l'instant, en fait, nos principaux annonceurs, c'est de la beauté. Ça peut être également du luxe. On a des discussions sur du luxe. Et donc, on crée un live. Les premiers lives qu'on a créés il y a un peu plus d'1 an réunissaient plus de 100 000 internautes. Et ensuite, ces internautes-là, on revient toujours, encore une fois, dans le tunnel de conversion. Ouais, on va y venir. Mais en tout cas, sur cette partie purement branding, on est plutôt sur de l'opération spéciale ou est-ce qu'on peut aussi faire à l'impression, au CPM? Parce que j'ai vu que vous avez lancé aussi une place de marché programmatique, donc on peut retrouver des métriques traditionnelles pour le secteur de la publicité. Il y a deux digitale. mécaniques différentes. Vraiment, quand on va être dans cette logique de monde virtuel, ce qu'on peut faire pour une marque, c'est on va créer une boutique, après qu'il y ait de la vente ou pas, ou on peut créer un shop spécifique. Par exemple, on pourrait créer une boutique pour une marque de nourriture sans vendre les produits, mais juste pour créer des expériences, ou un shop, ou créer des défilés pour une marque. On peut créer un événement avec un défilé où on va mettre les modèles sans qu'on puisse les acheter, mais voilà, on peut créer en fait ce type d'expérience. Dans le métaverse, on va traquer, alors on ne va pas traquer les impressions, là, on va finalement pouvoir traquer le nombre d'interactions qu'il y a eu, le nombre d'utilisateurs qui sont entrés dans le showroom, par exemple, ou dans la boutique. Et puis, mécaniquement, derrière, comme on traque tout, on est aussi capable de traquer les ventes, qu'elles soient digitales ou virtuelles, ou de produits concrets. On peut rentrer avec une mécanique de bons de réduction, ce genre de choses. Alors, Azerion a lancé une place de marché, c'est-à-dire que votre ambition, c'est non seulement de monétiser vos mondes virtuels, vos jeux vidéo, mais également peut-être ceux de partenaires tiers. Exactement, on le fait déjà. Là, on a signé par exemple un partenariat avec une société qui s'appelle Bitstack, qui monétise en fait pas mal de jeux vidéo. C'est ce qu'on appelle des titres AAA, donc c'est des licences. Donc on est capable de le faire chez nous et à l'extérieur. C'est vraiment cette logique-là. Et on a créé également un partenariat avec Mediamat, qui est un DSP, pour pouvoir justement créer une offre spécifique liée au gaming. Gaming au sens large, puisque comme je viens de le dire, on peut avoir du casual gaming, du AAA ou des mondes virtuels. Alors, on a parlé plutôt haut de funnel et branding et notoriété. Si je comprends bien, il y a aussi beaucoup de choses qui vont se faire dans la vente de biens, notamment des biens dématérialisés. C'est l'autre gros pilier de monétisation de ces environnements. Exactement. Et c'est pour ça qu'on travaille très bien ou que ça intéresse en fait beaucoup les marques de mode. On a par exemple une marque de vêtements qui s'appelle Baller, qui est assez connue en fait dans les Nordiques. Et en fait, avec cette marque-là, on a mis en place une boutique avec les vêtements. Donc, vous avez les vrais vêtements dans la vie réelle, et on a dupliqué en fait ces vêtements-là au sein d'Abo. Et on a finalement vendu plus de 700 000 biens virtuels depuis le lancement de cette opération. Donc finalement, ça marche assez bien et vous retrouvez des avatars qui ont les t-shirts, les casquettes de la marque, comme ce que vous pourriez avoir en fait dans la vie réelle. Le sujet métavers intéresse aussi beaucoup les marques de mode, les marques de luxe, etc. Puisque finalement, à un moment donné, l'avatar n'est trop que le reflet de soi-même. Voilà, c'est l'image qu'on veut donner en fait dans le monde virtuel. Et donc, mécaniquement, on va vouloir l'équiper, l'habiller et le rendre dans notre image. Donc, on vient effectivement, grâce à ça, on rentre dans cette logique d'e-commerce, donc de vente de biens virtuels. La plupart des joueurs ont l'habitude de toute façon d'upgrader le personnage en achetant des options. Donc, autant que ces options, elles soient brandées avec une marque. Et ça permet en fait de générer des revenus pour la marque et de différencier son avatar des autres avatars.
Oui, puis on a vu il y a quelques jours Nike, je crois, investir dans ce sujet un peu à la croisée des NFT, des métaverses, Exactement. etc. C'est le sujet. Il faut que les marques contrôlent quelque part la distribution des biens virtuels à leur image. Exactement. On voit aussi de la spéculation immobilière, par exemple sur The Sandbox, il y a des gens qui se ruinent pour acheter des villas à côté de celles de Snoop Doggy Dogg. C'est étonnant, mais c'est aussi un truc qui pourrait vous inspirer pour vos propres plateformes. Alors, ça repose beaucoup aussi sur les logiques de NFT, ce genre de sujets, etc. C'est des sujets qui sont nouveaux, qui sont aussi parfois dans une zone grise, on va dire. Donc, c'est des sujets qu'on regarde parce qu'en fait, tu as une logique de tout ce qui est play to earn qui commence à arriver sur le marché. L'idée, c'est de pouvoir finalement faire en sorte que le joueur, en jouant, gagne, mais plus que des points. Et donc, il y a une vraie vague là-dessus. En creusant, tu te rends compte qu'il y a vraiment des business intéressants avec des business à partir du moment où tu as des logiques de play to earn, tu as des sociétés qui vont créer des équipes, donc des squads, et ces équipes vont aller jouer au jeu pour générer du revenu. Donc, tu as vraiment des business models intéressants. Sur la partie immobilière, effectivement, tu as de la spéculation. Moi, j'ai des amis qui ont lancé une société qui s'appelle Verse Estate, et donc c'est de designer des lofts et des appartements et de les vendre sous forme de NFT. Donc, il y a vraiment toute cette logique. Après, où est-ce que ça nous mènera? Oui, tu as employé le mot spéculation. Voilà, on sait que ça reste des business risqués pour ceux qui Exactement. faut pas y jouer sa chemise, en tout cas. Ouais. Est-ce que les annonceurs, les marques peuvent aussi faire du commerce électronique traditionnel? Parce qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui veulent générer du trafic en point de vente, qui veulent peut-être vendre des biens par e-commerce traditionnel, on va dire. Est-ce qu'il y a aussi un potentiel de ce point de vue-là? Oui, tu peux créer des ponts. Je te donne quelques exemples. Tu peux très bien, en fait, dans ton monde virtuel, pouvoir passer des commandes pour te faire livrer des courses. Par exemple, tu es dans ton village et puis tu te dis, il faut que j'aille faire mes courses. L'idée, c'est de te garder, en fait, dans le jeu. Donc, en fait, il suffit que tu passes à l'épicerie virtuelle. Tu passes ta commande et ça passera la commande en réel et puis tu te feras livrer. C'est une des logiques qu'on peut mettre en place. L'idée, c'est vraiment de créer un pont entre le online et le offline. Alors en tout cas, effectivement, tu le rappelles, c'est un concept qui est déjà assez ancien, qui a même plusieurs décennies, pour être honnête, et qui est super à la mode là, depuis quelques semaines, quelques mois. C'est le buzzword du moment ou c'est vraiment une tendance de fond, tous ces concepts? Alors, il y a quand même un peu de buzzword. Voilà, faut pas se mentir, puisqu'aujourd'hui, alors c'est des choses qui existent déjà. On n'est plus dans l'ordre du concept. Voilà, quelques années, Second Life existait. Alors même s'il n'y avait pas à l'époque les technologies qu'on peut avoir aujourd'hui avec tout ce qui va être les casques de réalité virtuelle ou réalité augmentée. Donc je pense que d'un point de vue technologie, aujourd'hui, on est beaucoup plus, équipé. Donc, on peut offrir en fait une meilleure expérience aux utilisateurs. Après, est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a je sais pas s'il y a beaucoup, encore une fois, d'utilisateurs. C'est tout nouveau en réalité. Ou alors, sinon, tu vas simplement t'approprier une audience qui était déjà là. Je reprends l'exemple de Fortnite. Fortnite, c'est avant tout des joueurs. Et si c'est de dire ces joueurs-là, ces centaines de millions de joueurs sont déjà dans le métaverse, oui, mais en fait, on essaie juste de faire entrer des choses dans les cases. Voilà. En fait, je pense qu'aujourd'hui… Oui. Alors, justement, ça serait quoi ta définition du métaverse? Parce que c'est un terme qu'on emploie souvent au singulier, un peu comme le web, comme si c'était un standard pour la 3D et les jeux vidéo. En réalité, tu l'évoques, c'est des walled gardens, c'est des grandes plateformes qui sont plus proches de l'industrie du jeu vidéo des années 80 avec les consoles que de ce qu'on a connu avec le web. Ce sera les métaverses. Exactement. Ouais. Il y a ce concept de métaverse qui finalement vient à résumer un monde virtuel dans lequel tu vas évoluer. Mais effectivement, aujourd'hui, tu n'as pas de lien entre les différents mondes. Voilà, donc tu vas être connecté sur différents métaverses. Quand je suis sur Abo, je ne suis pas sur Woozworld, je ne suis pas sur Fortnite, je ne suis pas sur Roblox. Et en fait, l'idée, c'est je ne suis pas sur Sandbox. L'idée, c'est d'arriver à créer des ponts, en fait. Donc, est-ce qu'à terme, il y aura des ponts?
potentiellement, oui. Ou du moins, il y aura des ponts entre tes biens. Par exemple, demain, justement, avec cette logique de NFT, si tu as acheté un t-shirt pour une marque, peut-être que tu pourras le porter dans tel métaverse, enfin dans les différents métaverses. Mais c'est encore prématuré. Je pense que tout est en train de se construire. Il y a encore un an, personne ne parlait de métaverse. Donc, c'est un sujet qui est vraiment en train d'évoluer au quotidien. Et peut-être une dernière question. Est-ce qu'à terme, les lunettes, qu'il s'agisse de lunettes de réalité augmentée, de réalité virtuelle, est-ce qu'elles vont faire de l'ombre au smartphone, ou est-ce que finalement, elles ne vont pas tout simplement s'inscrire dans la continuité et des lunettes ou un masque, c'est un smartphone qu'on porte à l'horizontale près de ses yeux? Alors, je n'ai pas pensé aussi loin. Aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai un casque Oculus. Donc, c'est assez intéressant, c'est assez prenant. Par contre, aujourd'hui, c'est beaucoup trop gros, effectivement. Je pense que je n'ai jamais essayé en fait, des lunettes. Donc, il faudrait voir. Je pense que la technologie, effectivement, nous permettra à terme d'avoir des lunettes classiques. Et puis pouvoir avoir, donc on ne sera pas dans une logique de réalité virtuelle, mais plutôt de réalité augmentée. Voilà, pour les plus jeunes d'entre nous qui regardaient des dessins animés comme Dragon Ball Z ou ce genre de choses, tu pourrais avoir tes petites lunettes avec les informations. Pour les motards, aujourd'hui, il existe déjà des casques en fait, intégrés avec le GPS dans tes voitures. Donc, demain, aller vers une meilleure intégration sur un device lunette, oui, mais on sera dans une logique de réalité augmentée. Super, merci en tout cas Mickaël pour ce témoignage, et on rappelle que tu es aux commandes d'Azerion, le champion européen du métaverse. On va changer le slogan de la boîte. Merci Jérôme. Alors, il est temps de conclure cette matinée consacrée au monde virtuel et au métaverse et aux lunettes connectées. Je vous ai juste préparé quelques petits slides qui serviront un petit peu de conclusion. La première conclusion, c'est qu'on est clairement rentré dans une 4e génération d'interface digitale. Il y a 40-50 ans, c'était l'ère du clic, et c'était aussi associé à des objets comme les téléphones ou bien sûr les claviers. On cliquait sur ces terminaux. Les années 2000, c'est la démocratisation des interfaces tactiles, avec les interfaces tactiles sur ordinateur, mais évidemment sur smartphone, avec l'arrivée des smartphones modernes, comme l'iPhone à partir de 2007. Les années 2010, c'est aussi l'arrivée d'une 3e génération d'interfaces digitales. Ce sont des interfaces vocales interactives. Ça a été Siri à partir de 2011 ou toute la galaxie des objets connectés de Google ou d'Amazon au milieu des années 2010. Et avec les années 2020, on est probablement en train d'ouvrir une 4e grande génération d'interfaces digitales grâce aux lunettes, grâce aux caméras et tous ces outils qui vont permettre, finalement sans les mains, mais en tout cas de capter de la donnée avec une caméra, et également de la restituer dans des écrans tout près des yeux. Donc une 4e génération d'interface homme-machine qui devrait nous accompagner tout au long de cette décennie 2020. Autre notion en guise de conclusion, c'est cette différence entre les différentes réalités. Alors on parle parfois de réalité mixte ou de réalité étendue. La première notion qu'on a développée, c'est la réalité assistée. Ce sont donc des images fixes qui vont apparaître en superposition de notre champ de vision. C'est ce que font nos amis français de MicroLED, et c'est ce que faisait déjà Google il y a une dizaine d'années avec la première génération de Google Glass. Ce n'était pas de la réalité augmentée, c'était simplement des images en surimpression de notre champ visuel. Les experts parlent de vision tête haute, c'est ce qu'on voit déjà dans les avions de chasse, c'est ce qu'on voit dans certains véhicules un petit peu haut de gamme, et c'est ce qui pourrait se démocratiser avec des lunettes qui sont déjà commercialisées. Le deuxième niveau, qui est beaucoup plus rare, c'est ce qu'on va appeler la réalité augmentée, où là on a une image animée, une vidéo qui apparaît en surimpression de notre champ visuel. C'est sur ce genre de projet que travaillent aujourd'hui la plupart des GAFA. Snapchat, par exemple, a lancé ses Spectacles 4 qui ont ce petit dispositif de réalité virtuelle et qui fait apparaître une vidéo en surimpression de notre champ visuel. Mais ce sont des technologies assez complexes et l'autonomie de ces lunettes de réalité augmentée est encore extrêmement limitée. Et puis il y a un 3e niveau qu'on appelle là la réalité virtuelle. Ça ne s'appuie pas sur les images de notre champ de vision, ça s'appuie sur des images entièrement générées par ordinateur. Et c'est sur ce type de
projet aussi que travaillent des constructeurs comme Meta avec Oculus. Je voulais aussi vous montrer la timeline de la réalité virtuelle. Pour rappel, le premier film qui a vraiment démocratisé ces notions, c'est Tron en 1982. Ça a déjà 40 ans. Et les premiers romans de science-fiction qui parlaient de ces mondes virtuels, et le mot, l'expression métaverse n'est apparu que 10 ans plus tard dans le roman Snow Crash de Neil Stephenson en 1992. Donc Tron avait largement précédé ce roman de science-fiction qui fait aujourd'hui référence. Le deuxième monde dont Sylvain Huet nous a parlé, c'est 1997, il y a 25 ans, c'est quand même déjà assez ancien, et Second Life est apparu à partir de 2003-2004, quelques années après le deuxième monde, et Second Life n'était pas le premier monde virtuel, loin de là, même si c'est clairement l'un de ceux qui a le plus marqué les esprits. Il va être temps de se quitter. Je voulais juste reprendre cette citation qui peut paraître aujourd'hui paradoxale, mais ce que nous disait Sylvain tout à l'heure, en 2007, c'est l'arrivée de Facebook et des réseaux sociaux qui a ringardisé Second Life. Et donc c'est tout un paradoxe de voir ce même Facebook, désormais rebaptisé Meta, qui avait ringardisé Second Life, mais qui aujourd'hui se lance à son tour dans cette aventure des mondes virtuels. Est-ce que Mark Zuckerberg a raison ou a tort? Je vous propose qu'on se donne rendez-vous dans une dizaine d'années pour un nouveau webinaire pour en tirer toutes les conclusions. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez bien évidemment suivre les activités de la Mobile Marketing Association France sur ses différents actifs. On peut citer le site web mobilemarketing.fr, le compte Twitter, le compte Facebook, le compte LinkedIn ou la chaîne YouTube où vous retrouverez dans quelques heures la plupart de ces vidéos. Un grand merci à nos 4 intervenants et à vous tous d'avoir été aussi nombreux ce matin pour nous écouter pour ce petit déjeuner de la Mobile Marketing Association. Avant de se quitter, je vous propose d'écouter le clip réalisé par Daft Punk pour Tron 2, la suite de Tron qui était sortie il y a une dizaine d'années. Et voilà, c'est l'occasion de se quitter en musique. Bonne fin de matinée à tous, au revoir.